Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais présenter le projet Mina 93 sur la question des mineurs non accompagnés en Seine-Saint-Denis, qui est constitué d'une équipe de recherche collective menée par 7 chercheurs, une équipe et chercheuses, une équipe qui a beaucoup évolué depuis le début du projet. Cette recherche, elle a été conçue en partenariat avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et ainsi l'Institut Convergence Migration. Et elle participe alors donc d'une recherche qui s'inscrit dans le cadre d'une recherche-action collaborative au service à la fois d'une scientifisation du champ du travail social à travers l'expertise et la réflexivité de ces professionnels et par la mise à l'épreuve de l'efficacité justement des dispositifs de l'intervention sociale. Donc l'objectif de cette étude, alors voici l'équipe de recherche, si je ne vais pas avec le slide. À partir de l'étude locale de la situation des mineurs non accompagnés en Seine-Saint-Denis, l'objectif est de questionner les trajectoires individuelles des jeunes pris en charge et l'évolution des dispositifs afin de comprendre plus largement comment évoluent les prises en charge de ces publics, les effets de ces évolutions sur le destin des jeunes ainsi que sur les professionnels. Il y a 2 axes particuliers qui structurent notre recherche. Dans un premier temps, le premier axe, on s'est intéressé particulièrement aux dispositifs institutionnels et à leur évolution, notamment à travers l'ouverture d'une cellule spécialisée qui est ouverte en septembre 2018, qu'on appelle la CAMNA, et aux transformations des pratiques de prise en charge qu'elle peut induire. Le second axe de notre recherche s'interroge plus particulièrement sur la question des parcours et des trajectoires des jeunes avant, pendant et après leur prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Notre but là-dedans, c'est de mieux affiner notre connaissance sur ce type de migration qui évidemment est au cœur aujourd'hui de nombreux débats publics et politiques. Pour mener à bien justement ces objectifs et pour alimenter les axes de recherche, on a utilisé une diversité de méthodes qui reflète évidemment aussi la diversité des disciplines de l'équipe de recherche. On a fait notamment des entretiens, des analyses d'archives, donc analyses quantitatives mais aussi qualitatives, mais également donc on en reparlera après des analyses d'archives, notamment des ateliers de recherche-action aussi mis en place avec directement les professionnels. On va justement pouvoir insister que cette recherche-action collaborative, elle s'est appuyée sur une série justement de ces ateliers formation. On en a fait 8 d'ateliers formation dans lesquels on va convier des professionnels, les professionnels et également des chercheurs et des chercheuses afin de pouvoir créer du commun, de l'échange autour de certaines spécificités ou questions qu'il pourrait y avoir sur les mineurs non accompagnés et leur prise en charge. Ces ateliers ont une place vraiment assez importante dans le terrain qui prennent autant de place que l'enquête en elle-même. Alors, quelques résultats de recherche qui sont encore évidemment en cours d'analyse, on va dire. Le premier résultat, c'est qu'on a eu, en lien avec l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance du 93, on a eu accès à des dossiers de suivi individuel des jeunes qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance, particulièrement entre 2005 et 2020. On va, à partir de là, dans le dépouillement de ces 372 dossiers, sur un échantillonnage spécifique, on va essayer de cibler 45 dossiers par année sur l'ensemble des différentes entrées que nous avons. L'enjeu est justement de pouvoir construire des indicateurs chiffrés qui ne seront pas vraiment des statistiques fiables, puisque les dossiers sont d'une très grande variabilité dans leur contenu. Les informations ne sont pas toutes les mêmes. Des dossiers sont très courts, ce qui ne peut pas justement être construit dans la question des statistiques. Et donc, on a plutôt choisi des indicateurs chiffrés qui vont pouvoir nous donner quelques étayages sur ces publics-là. Et à partir aussi de ces dossiers, on propose une analyse qualitative qui va retracer les trajectoires complètes des jeunes isolés étrangers confiés à l'aide sociale à l'enfance. Dans les premiers regards qu'on a portés là-dessus, on voit qu'il y a 2 grands éléments qui peuvent se dégager justement de l'analyse. Le premier élément, qui est plutôt une confirmation des travaux antérieurs, notamment des différentes typologies qu'on a pu mettre en avant, les recherches antérieures. On note que les motifs de départ sont très souvent liés à une rupture biographique et principalement à une rupture de type familial. Il peut s'agir par exemple d'un échec d'un confiage, donc la pratique du confiage au sein d'une famille élargie, d'une famille
qui va être mise en échec et qui va mettre en place justement le processus migratoire, l'émigration, ou le décès d'un parent qui peut provoquer un grand nombre notamment de certaines violences de la part de la famille, ou bien précipiter le projet d'émigration. Donc c'est vraiment cette première confirmation, c'est que dans notre échantillon, on observe vraiment la prépondérance de la cellule familiale dans la détermination du projet d'émigration, et notamment cette question de rupture biographique et particulièrement des ruptures familiales en son sein. On note aussi d'autres types de motifs tels que l'aspiration qui est sur vous une logique au terme d'études, une volonté d'études mais aussi de travail. Le deuxième point que l'on met en avant aussi, c'est que cette migration s'opère principalement dans le cadre d'une famille transnationale élargie, qui s'inscrivent dans un réseau de parenté spécifique, évidemment, qui est un réseau assez vaste, qui se repose bien souvent sur l'existence de membres de la famille sur l'espace international. Ce qui marque aussi une sorte de retournement statutaire, comme disait Adeline Perrault, sur la question et la figure même du jeune isolé étranger, puisque cet isolement, évidemment, est davantage un effet de catégorie. Puisque justement une partie de ces jeunes ne se trouvent pas concrètement isolés sur le territoire, puisqu'ils émigrent dans un contexte de la famille transnationale élargie. On est en train de travailler pour affiner justement ces éléments qualitatifs autour des trajectoires pour mieux spécifier notamment certaines typologies qui ont été évidemment mis en avant par Angelina Etienne-Bleu, mais également Doris Bonnet qui fait partie de l'équipe et Daniel Delanoë, et notamment interroger la question du mandaté, de la figure du mandaté, ce que signifie être mandaté, et interroger évidemment aussi la place de l'agentivité dans cette démarche de mandat. Dans l'étude des dossiers, on peut, et pour ceux qui datent notamment de l'avant la création de la CAMNA, on a observé aussi quelque chose d'assez intéressant, notamment pour un regard historique, c'est qu'on retrouve une structuration assez classique de tout le XXe siècle sur la question des migrations juvéniles, de la figure, des figures de jeunes isolés étrangers. Deux figures spécifiques qui se dégagent, c'est celle du jeune isolé étranger à protéger, celui qui est qui doit justement être protégé parce qu'il subit des violences dans son pays, etc. Ou le jeune isolé étrangers délinquants qui sont particulièrement représentés par deux nationalités ou deux régions de départ, qui est l'Europe de l'Est et l'Afrique du Nord. C'est une spécificité qui est assez intéressante puisque c'est prise en charge des jeunes justement qui reprend un petit peu la catégorie des jeunes étrangers délinquants. C'est une prise en charge qui est contrainte. C'est-à-dire que bien souvent, suite à une interpellation, une garde à vue qui ne se termine pas par une suite de procédures qui est mis fin, et le jeune ne déclarant pas son lieu de résidence ou justement ses parents, etc., il va être pris en charge par une ordonnance de placement provisoire alors qu'il ne le souhaite pas et va très souvent fuguer. On retrouve vraiment la prééminence de ces deux figures, celui qui se présente spontanément pour être protégé et celui qui est contraint d'une prise en charge et qui va fuguer, généralement dès la première journée de la prise en charge. Dans ces questions-là, évidemment, ça nous ramène à la question de l'évolution des dispositifs de prise en charge et on a retenu en tout cas 3 périodes spécifiques dans les dossiers que nous avons étudiés, dans les différents éléments que nous avons mis en exergue dans cette recherche, et notamment à partir de 2007. 2007, c'est notamment avec la réforme de la protection de l'enfance du 5 mars 2007 qui transforme beaucoup, en tout cas, la logique de la protection de l'enfance. Elle la transforme notamment pour différents éléments. C'est que la mise en place, par exemple, d'une information préoccupante et d'une cellule de recueil d'informations préoccupantes. À partir de 2007, toute enfant en danger sur le territoire peut faire l'objet d'une information préoccupante qui est envoyée ensuite à la cellule départementale pour mettre en place un placement. Donc cette cellule a pour effet justement de mettre en exergue les situations de jeunes étrangers isolés qui peut-être avant pouvaient passer sous les radars de la protection de l'enfance. Et la deuxième question qui se trouve aussi dans cette réforme-là, c'est justement baser plus la protection de l'enfance sur la question de la prévention et du travail auprès des familles, plutôt que sur la question du placement en foyer et de la mise en place d'un système de mesures judiciaires. C'est-à-dire que la protection de l'enfance essaye de se sortir un petit peu des mesures uniquement judiciaires pour progressivement faire de la prévention et de l'accompagnement du jeune et de la famille. Et donc, c'est vraiment des transformations assez importantes dans la pratique. La deuxième chose qui est importante à partir de justement cette période 2007-2011, au tout début, je crois que j'ai oublié la slide,
La deuxième chose qui est importante aussi, c'est qu'on va avoir une transformation dans les moyens d'arrivée. Alors que aux années 2000, on était davantage de jeunes qui arrivaient par voie aérienne, et donc progressivement se sont mis en place des dispositifs cofinancés par l'État ou financés largement par l'État, comme le lieu d'accueil et d'orientation de Taverny ou d'autres systèmes comme ça d'accueil directement en sortie d'aéroport. Et il va y avoir à partir de 2011 un dépassement des arrivées par voie aérienne. C'est-à-dire que par voie terrestre. C'est-à-dire que les voies terrestres vont commencer à supplanter les voies aériennes, ce qui va avoir pour effet d'avoir des jeunes qui vont directement solliciter les circonscriptions, donc l'échelon le plus local de la protection de l'enfance. Et face à cette situation, en 2011, les circonscriptions se retirent progressivement de la prise en charge parce qu'elles mettent en avant le fait qu'elles ne peuvent pas avoir les moyens et qu'elles n'ont pas les moyens nécessaires pour accueillir l'augmentation de ces jeunes qui se présentent directement en circonscription et qui se présentent plus directement sur les espaces frontaliers, notamment à l'aéroport. C'est en 2011 donc que toutes les circonscriptions vont se retirer de l'accueil de ces enfants et que va se mettre en place ici un bras de fer entre le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et l'État qui aura pour finalité l'automne 2011 et la mise en place d'un système de péréquation spécifique à la région Île-de-France, en tout cas une région élargie de l'Île-de-France qui va ensuite préfigurer le dispositif que l'on connaît aujourd'hui. L'autre étape, c'est 2013-2018. Donc le mouvement social met en place justement ce système de péréquation et le 31 mai 2013, il y a une circulaire, la circulaire dite Taubira, qui élargit le système de péréquation à l'ensemble du territoire et qui détermine également les conditions d'entrée dans le dispositif, notamment la mise en place d'un recueil provisoire d'urgence, qu'on appelle plus banalement la mise à l'abri, et la mise en place justement d'une évaluation. Ces périodes-là, 2013-2018, ont pour effet d'avoir deux transformations importantes du dispositif. Déjà, l'entrée dans le dispositif ne se fait plus uniquement ou principalement par une ordonnance de placement provisoire, donc par mesure judiciaire, mais par un recueil provisoire qui est, lui, une mesure administrative. C'est-à-dire que le jeune ne rentre pas parce qu'il est placé par une mesure judiciaire, il rentre parce que le département décide de le mettre à l'abri pendant 5 jours qui sont remboursés par l'État. Évidemment, c'est un peu plus que 5 jours dans la réalité. Donc ça, c'est le premier changement, c'est le basculement entre une entrée par mesure judiciaire vers une entrée par une mesure administrative. Le deuxième basculement, c'est la transformation de la mise en place d'une évaluation qui supplante ce qui était mis avant en place, qu'on appelle l'observation, qui est justement sur le temps de la mesure judiciaire, généralement de 3 mois. Une OPP est prise de 3 mois, une ordonnance de placement provisoire, et le jeune est évalué par quelque chose qu'on appelle une observation, est évalué sur 3 mois, c'est-à-dire sur une longue durée afin de pouvoir mieux saisir son projet, mais aussi tous les éléments relatifs à son identité, etc. Et on a un remplacement ici, justement, de cette observation de 3 mois vers une évaluation qui était plutôt court, qui est un entretien qui peut être répété plusieurs fois et qui, elle, va déterminer directement, justement, l'entrée dans le dispositif. Au même moment, dans cette même période, 2013-2018, on assiste à une augmentation des arrivées de jeunes se déclarant isolés étrangers, puis depuis 2016 non accompagnés. Et cette augmentation va justement motiver le département à créer une cellule spécialisée dans la prise en charge des mineurs non accompagnés. Cette cellule d'accompagnement des mineurs non accompagnés qu'on appelle la CAMNA. Donc cette cellule-là, elle est inaugurée en septembre 2018. Elle assure une mission de spécialisation de la protection de l'enfance quant à la prise en charge des MNA. Et elle a pour principal objectif, donc là je vais citer directement la CAMNA, de répondre au plus près aux besoins fondamentaux et spécifiques de ces jeunes en mettant en place un accompagnement adapté, en sollicitant leur participation active à l'élaboration et à la mise en œuvre de leur projet de vie et en s'appuyant sur un réseau de partenaires susceptibles de répondre à leurs besoins en termes de formation, santé et éducation. Donc il y a une sorte de fusion de structure entre la structure de l'ASE, qui est la circonscription, et le groupement de circonscription. Il y a une fusion parce que cette cellule est pensée comme un véritable réservoir d'expérimentation en vue de changer les manières de travailler en circonscription, notamment de sortir d'une approche individuelle pour créer une approche collective, une culture collective de l'accueil. Mais les débuts de la cellule, donc de la CAMNA, vont être marqués par une forte saturation des équipes, l'urgence devenant alors quotidienne.
Donc, à travers l'ethnographie du quotidien de la cellule qui a été effectuée au sein du projet de recherche, on a cherché à comprendre et à caractériser ce que constitue le travail de l'urgence, constitue l'urgence ou les urgences au quotidien et comment elles structurent les pratiques du travail des professionnels. On a mis en valeur 3 observations et explications majeures. Tout d'abord, on a observé un manque de moyens humains et matériels dès le démarrage de la CAMNA, de la cellule spécialisée. Donc si elle devait à la base accueillir les MNA des circonscriptions ainsi que leurs éducateurs et éducatrices qui étaient directement en circonscription, très vite la cellule va monter en charge et va voir son effectif de jeunes doubler en l'espace de 6 mois. On est passé de 600 à presque environ 1200 jeunes placés pour moins d'une dizaine de travailleurs sociaux et pour 4 gestionnaires en charge des suivis administratifs des jeunes. Il y a des appels à projets qui sont lancés. Donc un appel à projet qui va être lancé un peu tardivement, en avril 2019, alors que la cellule est ouverte justement en septembre 2018. Et ces appels à projets ont pour but de désengorger les placements hôteliers, justement dans cette question-là. Le deuxième élément qu'on a mis en avant, dans ce manque de moyens humains et matériels, il va générer donc d'autres formes d'urgence qu'on pourrait appeler des urgences sociales au travail, c'est-à-dire que l'urgence est permanente, autant du côté des jeunes qui viennent très souvent à la cellule pour renouveler leur hôtel, ou pour obtenir ce qu'on appelle des secours premiers besoins, des SPB, c'est une allocation mensuelle qu'ils reçoivent quand ils sont à l'hôtel pour pouvoir manger et avoir l'ensemble des besoins vitaux. Et justement, on est face à cette urgence, à des urgences vitales. Et de l'autre côté, les professionnels, eux, se retrouvent cantonnés à un travail qui est très administratif, qui va être dans la gestion du renouvellement des prises en charge hôtelières ou la mise en place de ces fameux secours premiers besoins, ces allocations, de manière presque continuelle. C'est ce qui est décrit de manière très symptomatique par une éducatrice pendant ce temps d'ethnographie. La CAMNA, ce n'est pas la banque, c'est là-bas. Et le troisième, justement, le troisième observation, c'est que cette situation a pour effet de déstabiliser les identités professionnelles. Davantage, justement, que ce qui était avancé, évidemment, tout à l'heure dans la volonté de la création de la CAMNA, eh ben, on observe que, finalement, cette question-là va avoir pour effet une perte de sens pour le travail social qui est mis en place dans cette cellule. Ce qui questionne par ailleurs sur la catégorie des MNA comme catégorie d'action publique et la manière dont les actrices et les acteurs de terrain s'en saisissent et la mobilisent. Tout comme cela interroge sur la frontière entre le travail en protection de l'enfance et le travail social plus largement. Si le premier fait partie du second, dans le cas des MNA, l'évidence met en péril. Ce travail d'enquête qui dure maintenant depuis 2 ans, nous continuons et nous allons continuer encore à le poursuivre. Notamment, il nous reste encore une collecte de récits ou de mémoires orales auprès des jeunes qui ont été pris en charge et qu'on a observé et retrouvé dans les dossiers. La mise en place d'ateliers cartographiques qui vont être mis en place justement à l'automne. Donc la mise en place de cartographies sensibles pour recueillir les témoignages de jeunes sur leur prise en charge. Et la conduite d'entretiens auprès de jeunes majeurs sortant de l'ASE. Enfin, cette recherche montre également les possibilités d'un travail collaboratif entre recherche et institutions dont le point d'orgue est le colloque qui est co-organisé par l'équipe de recherche MINA 93 et le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et qui aura lieu le 9 et le 10 décembre 2021. En quelques mots pour terminer sur ce colloque, l'objectif du colloque est de présenter les résultats de l'enquête, évidemment, mais aussi de revenir de façon réflexive sur le partenariat lui-même, les enjeux de la recherche collaborative et les questions éthiques soulevées, soit de revenir sur le processus de l'enquête comme intervention et d'interroger ce qu'elle fait à l'action sociale. On aura 4 grandes thématiques lors de ce colloque. On aura catégorisé les publics jeunes migrants, migrantes, le travail social au quotidien, outil des acteurs de la prise en charge des MNA, devenir autonome, penser les insertions professionnelles et sociales, et enfin, définir l'action pour une éthique de la recherche et du travail social. Et le programme sera bientôt disponible, je l'espère. Merci beaucoup.